Avec le lancement de ce Tour de France, nous souhaitons vraiment rendre visible ces handicaps invisibles, pour démontrer que c'est possible de travailler dans la fonction publique avec un handicap invisible. Aujourd'hui, près de 80% des personnes handicapées en situation de travail ont un handicap invisible, donc c'est une réalité de premier plan. Et c'est un handicap qui parfois pose beaucoup de questions, peut faire peur, peut susciter certaines craintes. Et aujourd'hui, nous sommes là justement pour échanger sur les difficultés que nous pouvons rencontrer, sur les moyens d'y répondre, sur les bonnes pratiques, les réussites en matière d'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap invisible, et pour valoriser finalement tous les dispositifs et toutes les aides, dont beaucoup sont financés par le FIPHFP que je représente. Chaque pathologie a des impacts différents sur la vie professionnelle et nécessite par conséquent des modalités d'accompagnement spécifiques. Il y a un enjeu à la fois pour les personnes elles-mêmes, car la maladie a des incidences économiques et psychologiques, mais aussi un enjeu pour les employeurs avec la question du maintien dans l'emploi et de la prise en compte des conséquences de la maladie à la fois pour la personne, mais aussi pour le service. L'idée, c'est d'élargir la focale. Donc plutôt que de chercher à agir absolument sur l'individu, on va interroger l'environnement et se dire, OK, comment est-ce qu'on peut aménager l'environnement? Comment est-ce qu'on peut réformer la société? En fait, en France, on est très imprégné du modèle médical du handicap, qui considère que le handicap est un attribut de la personne. C'est pourquoi on cherche toujours à agir sur la personne. Dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, on se réclame plutôt du modèle social du handicap. Et là, c'est tout à fait différent. On considère non pas que le handicap est un attribut de la personne, mais que le handicap est situationnel, contextuel. Donc, c'est l'environnement qui va créer la situation de handicap. Par exemple, maintenant, dans les ascenseurs, il y a de plus en plus souvent des touches digitales, au lieu d'avoir des touches en relief. Ça, pour une personne malvoyante ou non-voyante, c'est assez problématique et ça va la placer en situation de handicap. Dans les deux cas, elle est non-voyante ou malvoyante. On ne nie pas ça. On dit juste que dans un cas, c'est l'ascenseur qui la place en situation de handicap. Au quotidien, c'est des personnes qui ont peut-être besoin qu'on revoie la façon dont on travaille, peut-être en nous demandant de ralentir un peu. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus vite parce qu'on a des outils qui nous permettent ça. C'est formidable, mais attention, ça peut laisser de côté beaucoup de gens. Et puis par ailleurs, c'est un dispositif gagnant-gagnant parce que je ne vous fais pas un dessin, notre société vieillit, nous vieillissons. Et donc, notre cerveau vieillit aussi. Et il se trouve que plus on vieillit, moins on va vite. Et donc, les aménagements que l'on va pouvoir mettre en place pour ces personnes, elles sont bonnes pour tout le monde, en fait. Elles bénéficient à tout le monde. En 2013, 8 actifs sur 10 n'osaient pas parler de maladie au travail. En 2021, ils sont encore 1 sur 2, ce qui pour nous est beaucoup trop. Mais je ne peux pas ne pas reconnaître que la parole se libère petit à petit dans les entreprises. Je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise volonté de la part des employeurs. Il y a surtout une méconnaissance. Il est encore compliqué pour nous d'accepter effectivement les personnes avec un trouble mental. C'est encore extrêmement difficile. On sait faire avec un handicap moteur, on sait organiser le travail, on sait les ressources humaines savent accompagner effectivement. Par contre, le trouble psychique fait encore très très peur et on a très peu d'outils encore. Et donc pour pouvoir proposer des adaptations qui sont pertinentes, il va falloir à un moment donné qu'on réussisse à lever les tabous autour des maladies psychiques et pouvoir en parler. Sans avoir peur de perdre son emploi, sans avoir peur d'être mis au placard, sans avoir peur d'être jugé par ses collègues dès qu'on fait une erreur. Là, ça y est, bah oui, c'est parce qu'il est psy. Je ne sais pas pourquoi, mais inconsciemment, j'ai jamais associé le handicap et le cancer. Et en fait, l'emploi, mais je pense qu'on l'a dit tout à l'heure en filigrane et on l'a plus ou moins compris, au-delà du fait de revenir dans une vie active et d'avoir un revenu, etc., c'est surtout le vecteur social qui est important. Et au fond, la notion de handicap dans la maladie cancéreuse, il y a quelques années de cela, quelques décades, c'était un truc ça allait pas ensemble parce que on était dans le cadre finalement d'une maladie que je qualifierais d'aiguë, c'est-à-dire voilà, il y a un début, un milieu, une fin dans les prises en charge, ça marche ou ça marche pas, mais c'était voilà une parenthèse courte dans la vie des gens. Et dans l'esprit des cancérologues, c'était on cherchait à tout prix la guérison. Et quand on l'avait cette guérison, on disait c'est bon, c'est gagné. Et on voyait pas en fait les conséquences pour les patients qui avaient guéri de la maladie. On a construit une hypothèse de recherche et un programme de recherche expérimental, c'était il y a 7 ans,
qui s'appelle Rebond. On a reçu des patients et on les a coachés. Avec 2 moments clés. Je vous préviens, les phrases vont vous choquer. Votre cancer, je m'en fous. Mais vous, dans un cadre idéal, dans 1 mois, vous faites quoi? On s'est aussi alors rendu compte que permettre à l'autre d'exprimer ses besoins, de finalement rechoisir après avoir subi, c'était peut-être le sas qui manquait, y compris au retour à l'emploi. Casser cette assignation à la maladie. Nous avons dans nos équipes certainement des gens qui souffrent de troubles 10, non détectés, non traités, et donc forcément pour lesquels nous n'utilisons pas les quelques outils qui existent. Je suis dyslexique, dysorthographique. J'ai été diagnostiquée en 6e à peu près. J'ai été accompagnée tout le long de ma scolarité par l'orthophoniste, des heures et des heures. En fait, après, ça s'est arrêté. Donc pendant des années, j'ai compensé, j'ai caché, jusqu'à ce que j'ai mon petit garçon. Alors Marc-Antoine, qui est lui atteint de... Excusez-moi, ça m'arrive. Lui, il est dysorthographique, dysgraphique et dysorthographique. Et en fait, je demandais à un petit garçon de 9 ans de lui expliquer qu'en fait, c'était rien et qu'il fallait juste qu'il assume. Qu'il y avait plein de tests, qu'on allait passer plein de choses, qu'on allait faire plein de choses pour lui. Et au final, je me suis dit que je lui demandais à lui d'assumer alors que moi, je n'assumais pas. Je l'ai caché pendant des années. J'aime beaucoup cette citation de Aude, qui est une des personnes que j'ai interviewées pendant ma thèse, une personne autiste diagnostiquée sur le tard. Je lui ai demandé, comme à toutes les autres personnes, c'est quoi pour toi l'autisme? Et elle m'a dit, pour moi, l'autisme, c'est une façon de privilégier l'intérieur plus que l'extérieur. C'est une façon d'aller chercher en soi des choses. Donc c'est très riche à l'intérieur, il y a plein de choses à l'intérieur. Par contre, c'est très compliqué à l'extérieur. Mais inversement, pour les non-autistes, c'est très riche au dehors et pas à l'intérieur. Donc pour moi, c'est une autre forme d'autisme, mais inversée. C'est de l'autisme envers soi-même. D'ailleurs, si dans un milieu professionnel ça se passe mal, moi j'ai un petit diagnostic à vous proposer. Je crois que ça manque de handicap, quoi. C'est vrai. Ça a été étudié d'ailleurs. Lorsque dans votre environnement professionnel, vous êtes amené à fréquenter peut-être tous les jours, c'est dans l'idéal, des gens avec des handicaps marqués, eh bien ça vous oblige à repenser toutes les échelles de valeurs, la compréhension de ce que c'est que l'être humain, etc. Et souvent d'ailleurs, c'est cette personne-là qui va le plus contribuer à cimenter le groupe ou à créer une bonne ambiance professionnelle. Je dirais que depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère, on ne fait que changer d'état. Vous étiez des magnifiques petits nourrissons, vous avez été comme moi des adolescents, vous êtes devenus des jeunes gens, et comme moi, je vous souhaite de devenir des grands et belles vieillardes. Et vous allez finir par mourir. Notre destin, c'est de changer d'état, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un état qui est mieux qu'un autre, quoi qu'on en croie. Et lorsqu'on essaie de comparer cette réalité humaine, on s'aperçoit qu'on est tous un peu handicapés. J'ai un bras paralysé, c'est un drame, c'est une catastrophe, c'est un changement de vie. Tout va bien, merci. C'est-à-dire que je peux continuer d'exister quel que soit mon état. Ce qui nous fait réfléchir, et vous l'avez dit en sous-jacent, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est une douce illusion. Vous savez que d'après l'OMS, c'est un état complet de bien-être mental, physique et social. Bon courage. Si vous avez déjà rencontré des gens dans cet état, vous me téléphonez. Il y a une phrase célèbre, je la redis de mémoire, être parfaitement à l'aise dans une société profondément malade n'est nullement un signe de bonne santé.